Je m'appelle Émilie Mercier. J'ai 32 ans. Et le soir où mon père m'a traité de « déchet sans éducation », je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, et je ne me suis pas défendue. Je suis restée là, au bout de la table lors du dîner de son anniversaire, tandis que les autres se figeaient, le regardant cracher ces mots comme si j'étais une souillure qu'il voulait voir disparaître de son sol. Il m'a traité de moins que rien. Il m'a dit que mon argent ne me rendait pas respectable. Il m'a ordonné de sortir de chez lui. Le plus fou, c'est que j'avais passé des années à aider discrètement cette famille à surmonter des urgences dont ils n'ont jamais su que j'avais payé la note. À ce moment-là, j'avais déjà bâti une entreprise qui m'avait rapporté 31 millions d'euros. Mais dans cette pièce, cela ne comptait pas. Pour eux, j'étais toujours la fille qui avait quitté la faculté, brisé le script familial et choisi une vie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, je les regardai droit dans les yeux et j'ai dit « Très bien ». Puis j'ai pris mon sac à main et je suis partie sans jamais hausser le ton. J'étais déjà loin avant que quiconque n'ait trouvé le courage de me retenir. Au lever du soleil, j'avais mis ma vie en carton, retourné mon téléphone et quitté les environs de Paris sans dire au revoir. 3 semaines plus tard, ces mêmes personnes qui m'avaient vu être mise à la porte allaient s'étouffer avec la vérité qu'ils avaient tournée en dérision. Et pour la première fois de ma vie, je n'aurais pas besoin de leur approbation pour respirer. Avant de vous dire ce qu'il a ajouté et ce qui s'est passé après ma disparition, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez cette vidéo. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où cette histoire voyage ce soir. J'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans une maison où la réussite ne comptait que si elle paraissait traditionnelle aux yeux des voisins. Mon père, Richard Mercier, était ingénieur en mécanique dans la même grande entreprise industrielle depuis toujours, et il traitait cette constance comme une preuve de supériorité morale. Ma mère, Hélène, enseignait le français au collège, elle avait une voix plus douce, mais elle renforçait exactement les mêmes règles, avec un sourire au lieu d'un cri. Mon frère aîné, Ryan, suivait les formules comme d'autres suivent une religion. Ma sœur, Brooke, a appris très tôt à dire ce qu'il fallait dans les dîners mondains pour que les adultes la trouvent mature. Moi, j'étais celle qui mettait tout le monde mal à l'aise. À 10 ans, je ne jouais pas à la poupée dans le jardin. Je transformais notre garage en petit marché, je repeignais de vieux tabourets, je rassemblais des objets chinés en brocante et je convainquais les voisins de les acheter parce que j'écrivais des étiquettes à la main qui faisaient passer chaque bol ébréché pour une pièce historique. À 13 ans, j'apprenais aux artisans locaux à mieux photographier leurs produits pour les vendre en ligne. À 16 ans, je construisais des pages de paiement simples pour des femmes qui vendaient des bougies, du linge brodé et des savons artisanaux sur les marchés de foire. J'adorais comprendre pourquoi les gens achetaient, pourquoi les histoires se vendaient mieux que les fiches techniques, pourquoi la présentation changeait la valeur. Mon père appelait tout cela « mes petits bricolages mignons ». Exactement comme certains hommes tapotent la tête d'un enfant avant de l'ignorer totalement. Il restait dans la cuisine après le dîner pour me répéter que l'intelligence sans diplôme n'était qu'un hobby avec un bon éclairage. Ma mère disait qu'il voulait seulement ma sécurité. Ce qu'elle voulait dire, c'était l'obéissance. Quand Ryan a obtenu un stage prestigieux, nous avons fêté ça avec une entrecôte. Quand Brooke a eu ses félicitations au lycée, mes parents ont appelé les grands-parents. Quand j'ai gagné assez d'argent à 17 ans pour payer ma propre assurance auto et m'acheter mon ordinateur, mon père a à peine levé les yeux de son journal. Il a dit, cette énergie serait plus impressionnante si tu l'utilisais pour un vrai avenir. Je me suis inscrite à la faculté parce que me battre contre eux semblait plus épuisant que de me décevoir moi-même. J'ai tenu 3 semestres. Chaque cours ressemblait à quelqu'un qui décrivait le commerce à travers une vitre, alors que je saignais déjà de l'autre côté. Les professeurs parlaient du risque en théorie. J'étais déjà en train de le prendre. Ils donnaient des cours sur la psychologie du client avec des diapositives. J'avais déjà appris à la dure que les femmes achetaient des produits artisanaux différemment à 23h un mardi qu'elles ne le faisaient sur un marché le dimanche avec des espèces en main. Je n'étais pas paresseuse. J'étais inadaptée. Mais chez moi, il n'y avait pas de distinction. Le jour où j'ai dit à mon père que j'arrêtais mes études, il m'a regardé comme un juge regarde quelqu'un qui a fait perdre son temps au tribunal. Il n'a pas demandé ce que je prévoyais de bâtir. Il a demandé quelle humiliation je comptais infliger à la famille.
Il a dit que je choisissais la galère parce que j'étais trop arrogante pour accepter la structure. Il a dit qu'aucune personne respectable ne ferait jamais confiance à une décrocheuse pour de l'argent ou des responsabilités sérieuses. Ma mère a pleuré, non pas parce qu'elle pensait que j'allais échouer, mais parce qu'elle craignait que les gens ne jasent. Ryan a ri quand j'ai dit que je pouvais gagner plus avec une entreprise intelligente qu'avec une vie entière de faux-semblants. Brooke m'a dit que je romantisais l'instabilité parce que je voulais un traitement de faveur sous prétexte d'être différente. Je suis partie quand même. J'ai loué un petit appartement sombre au-dessus d'une laverie automatique dans l'Est parisien. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes poignets me fassent souffrir. J'ai appris les règles d'expédition, les litiges bancaires, la fatigue publicitaire, les coûts d'emballage et la panique des clients à 2 heures du matin. Et vous savez ce qui a fait le plus mal ? Ce n'était pas d'être fauché. C'était de réaliser que ma famille aurait préféré me voir misérable de manière respectable, que courageuse d'une façon qu'ils ne comprenaient pas. Avez-vous déjà eu l'impression que les personnes qui prétendaient vous protéger essayaient en réalité d'enterrer la version de vous qu'elles ne pouvaient pas contrôler ? L'entreprise qui a fini par changer ma vie n'est pas arrivée comme une idée limpide. Elle est née de longues années à regarder des gens talentueux échouer parce qu'ils savaient créer de belles choses, mais n'avaient aucune infrastructure, aucune stratégie de prix, aucun système de logistique, et personne pour leur apprendre à passer à l'échelle sans se perdre. J'ai passé mes 20 ans à construire des boutiques en ligne, à négocier des réductions d'expédition, à photographier des produits sur des fonds empruntés et à dormir à côté de piles de stock parce que je n'avais pas encore les moyens d'avoir un entrepôt. J'ai rencontré ma mentor, Elena Vasquez, lors d'un salon professionnel régional à Lyon quand j'avais 23 ans et que j'essayais de ne pas avoir l'air désespéré. Elle avait passé des années comme acheteuse pour des chaînes de boutiques de détail et elle a vu en 10 minutes ce que ma famille avait refusé de voir pendant une décennie. Je n'étais pas éparpillée. J'étais commerciale. Je n'étais pas dilettante. J'étais en avance. Elena m'a aidé à arrêter de penser comme une freelance pour commencer à penser comme une opératrice. Ensemble, nous avons transformé mon travail en quelque chose de plus grand, une entreprise de commerce et de logistique qui aidait les petits créateurs d'objets pour la maison, les artistes textiles, les ébénistes, les studios de céramique et les marques de gastronomie à bâtir des entreprises directes aux consommateurs haut de gamme sans se faire avaler par les géants de la place de marché. Je m'occupais des systèmes, de la stratégie de marque, des normes d'emballage, de la fidélisation client, des relations de gros, et finalement des outils logiciels développés pour nos propres vendeurs. Je ne revendais pas des babioles en ligne. Je bâtissais un écosystème. Cela m'a presque détruite, malgré tout. Une fois, j'ai atteint le plafond de ma ligne de crédit et je l'ai remboursé en 6 mois brutaux. J'ai perdu une saison de Noël à cause d'un problème de fret qui a anéanti mes marges. J'ai passé un hiver entier à porter des gants à l'intérieur parce que j'avais choisi de payer les salaires plutôt que le chauffage. Mais chaque échec m'a appris quelque chose d'utile. Et aucune de ces leçons n'est venue avec un manuel scolaire. Elles sont venues avec des factures, de l'insomnie et des responsabilités. À 28 ans, j'avais un vrai siège social, 41 employés, des partenaires de distribution nationaux et une plateforme que les analystes tentaient de catégoriser trop étroitement parce qu'ils ne voyaient pas à quel point notre valeur résidait dans les systèmes derrière la vitrine. À 30 ans, j'avais refusé 2 offres de rachat parce que je voulais le contrôle plus que les gros titres. À 32 ans, ma participation personnelle dans l'entreprise m'avait rapporté 31 millions d'euros. Je n'ai toujours pas révélé les vrais chiffres à ma famille. Je me disais que je protégeais notre relation. Mais la vérité était plus laide. Une partie de moi voulait toujours qu'ils me choisissent, avant que mon succès ne me rende indéniable. Alors je continuais à me faire petite dans des pièces où je portais pourtant le plus lourd fardeau. Quand ma mère a eu besoin d'une chirurgie et que l'assurance a bloqué une partie de la facture, un fonds fiduciaire a soudainement résolu le problème. Quand Ryan a manqué de fonds pour un achat immobilier, des fonds mystérieux sont apparus via un ami d'amis. Quand le mariage de Brooke a failli s'effondrer après une envolée des coûts des prestataires, le déficit a disparu avant qu'elle n'ait à annuler quoi que ce soit. Mon père se qualifiait lui-même de « pilier de la famille », tout en conduisant sans le savoir une voiture que j'avais payée à réparer. C'était le genre de silence dans lequel je vivais. J'envoyais de l'aide à midi, au dîner,
on me traitait comme l'exemple à ne pas suivre. La coupure la plus profonde est survenue quand Ryan a mentionné vouloir lancer une activité parallèle pour conseiller des entrepreneurs locaux sur le financement immobilier. J'ai proposé de lui montrer comment bâtir des tunnels de conversion et des systèmes de fidélisation clients qui fonctionnaient réellement. Il a ricané et a dit qu'il ne prendrait pas de conseils business de quelqu'un qui a quitté la fac et qui a eu de la chance sur Internet. Mon père a même hoché la tête. Il a dit, un diplôme enseigne la discipline. Cela compte plus que le petit business. Je me souviens avoir souri comme si ça ne faisait pas mal, parce qu'à ce stade, j'étais devenue courante dans l'art d'avaler l'humiliation tout rond. Mais le silence fait quelque chose de dangereux quand on le nourrit pendant des années. Il durcit, devient distance, puis ressentiment, puis clarté. Je me disais que ma retenue était de l'amour. Je me disais que la dignité signifiait prendre de la hauteur. Je me disais que la famille méritait de la patience. J'avais tort. Mon silence ne guérissait rien. Il rendait simplement le manque de respect moins coûteux pour eux. Et puis le 60e anniversaire de mon père est arrivé, et j'ai fait l'erreur de penser que, peut-être, la vérité enfin dite clairement changerait tout. Je suis allée à ce dîner avec un cadeau que j'avais mis des mois à planifier. Ce n'était pas voyant. Ce n'était pas une vengeance. C'était un plan de retraite entièrement financé par mon équipe financière, pour que mes parents puissent arrêter de s'inquiéter des imprévus médicaux et arrêter de prétendre que le stress est une vertu noble. Je portais aussi un espoir secret que j'ai presque honte d'admettre aujourd'hui. Je pensais que si je leur montrais ce que j'avais vraiment bâti, calmement, clairement, sans théâtre, ils pourraient enfin me voir telle que j'étais, au lieu de celle que j'avais été à 19 ans. Le dîner a commencé exactement comme les humiliations familiales commencent d'habitude, tout le monde agissant de manière assez normale pour que vous remettiez vos instincts en question. Ma mère s'agitait autour du rôti. Brooke parlait d'un dossier que son cabinet avait gagné. Ryan insérait sans cesse du jargon bancaire dans la conversation ordinaire parce qu'il adorait avoir l'air onéreux. Mon père siégeait au bout de la table, se prélassant dans cette autorité qui ne survit que si personne ne la remet en question. Personne ne m'a posé une vraie question, ni sur mon travail, ni sur ma vie, ni sur la raison pour laquelle j'avais l'air plus mince, plus incisive, plus fatiguée, plus certaine. J'ai attendu la fin du dessert, puis j'ai posé l'enveloppe à côté de l'assiette de mon père et j'ai dit que je voulais partager quelque chose. Il l'a ouverte lentement, a froncé les sourcils devant les chiffres, et a demandé ce qu'il était en train de regarder. J'ai expliqué aussi simplement que possible que mon entreprise avait franchi une étape majeure, que j'avais structuré quelque chose pour leur avenir, et que je voulais qu'ils soient à l'aise parce que je les aimais. Le silence est devenu mortel. Ryan a été le premier à rire, et ce n'était pas un son joyeux. Il a demandé si c'était encore une de ces histoires d'argent virtuel où les gens se vantent de valeurs sur papier et de voitures en leasing. Brooke a dit, Emily, s'il te plaît, ne transforme pas l'anniversaire de papa en une publicité pour ta marque. Mon père fixait les documents comme s'il l'offensait personnellement. Puis il a demandé, avec un dégoût tranchant dans la voix, si je pensais que jeter de l'argent par les fenêtres me rendait égal aux gens qui avaient fait leur vie, de la bonne façon. J'ai dit que ce n'était pas une question d'égalité. C'était une question d'attention. J'ai dit que j'aidais discrètement depuis des années parce que je ne voulais jamais que quiconque se sente exposé. C'est là que tout a explosé. Ma mère m'a regardé d'abord avec confusion. Ryan est devenu pâle, puis furieux. Brooke a exigé de savoir ce que je voulais dire. J'aurais dû m'arrêter là. Peut-être parce que j'en avais assez d'être le secret de famille. Peut-être parce qu'une vieille blessure s'est enfin ouverte, je leur ai dit. Pas chaque chiffre, pas chaque détail, mais assez. J'ai dit que j'avais couvert une partie des frais médicaux de maman, aidé Ryan à finaliser son achat immobilier, sauvé le mariage de Brooke quand personne d'autre ne savait à quel point il avait failli s'effondrer. Je ne l'ai pas dit pour leur faire honte. Je l'ai dit parce que je voulais, pour une fois, que la vérité existe dans cette pièce. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Il n'avait pas l'air reconnaissant. Il avait l'air acculé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines personnes préfèrent vous traiter de cruel plutôt que d'admettre qu'elles ont eu besoin de vous. Ryan a demandé si je pensais que cela faisait de lui un cas social.
Brooke a dit que j'étais manipulatrice d'avoir sauvé les choses dans leur dos. Ma mère a pleuré en répétant qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais tout cela en secret, comme si la réponse n'avait pas été assise au bout de la table toute ma vie. Puis mon père a commencé à crier. Il a dit que j'étais entrée dans sa maison pour acheter de l'autorité. Il a dit que l'argent gagné par une « décrocheuse » ne l'impressionnerait jamais. Il a dit que je n'avais pas le droit de faire en sorte que des gens avec de « vrais diplômes » se sentent petits. Ryan s'y est mis. Brooke aussi. Ils ont ri de mon « petit empire ». Ils ont moqué mon manque de diplôme. Ils ont agi comme si l'entreprise qui employait des dizaines de personnes et en soutenait des centaines d'autres était une sorte de coup de chance élaboré qui leur faisait honte par association. J'ai gardé ma voix calme. Cela a semblé enrager mon père davantage. Il a pointé la porte et a dit « Tu es toujours un déchet sans éducation qui a eu de la chance. » Puis, plus fort, parce que la cruauté cherche toujours à se donner en spectacle. Il a hurlé « Sors de chez moi, sale petite moins que rien. Et ne reviens pas ici en faisant croire que l'argent te rend égal à nous. À nous, comme si on m'avait jamais vraiment permis d'en être. » Je me souviens avoir pris mon sac. Je me souviens que mes mains étaient parfaitement stables, même si ma poitrine semblait vidée. Je me souviens avoir regardé chaque visage une dernière fois. Ma mère fixait la table. Brooke semblait honteuse, mais silencieuse. Ryan avait l'air satisfait, comme si quelque chose de laid et longtemps couvé en lui avait enfin gagné. J'ai regardé mon père et j'ai dit « Très bien. » C'était tout. Pas de discours, pas de larmes, pas de supplications pour que quiconque dans la pièce me défende. J'ai marché jusqu'à l'allée. Je suis restée dans ma voiture pendant près de 2 minutes sans démarrer. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste regardé à travers le pare-brise et j'ai senti quelque chose en moi devenir froid et net. Pas brisé, fini. Au moment où j'ai quitté le trottoir, j'avais déjà pris ma décision. Je ne passerai pas une année de plus à auditionner pour obtenir de l'amour dans une famille qui ne me respectait que lorsque j'étais plus petite qu'eux. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, j'ai fait mes cartons jusqu'à l'aube, j'ai supprimé la discussion de groupe, mis en boîte chaque photo de famille que je possédais, laissé la clé de mon ancienne maison sur le comptoir de la cuisine, et au matin, j'étais sur la route pour la Bretagne. Je n'ai pas envoyé de lettre. Je ne me suis pas expliqué. 3 semaines plus tard, ils apprendraient que mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était le bruit d'une porte qui se verrouille derrière eux. La Bretagne ne m'a pas guéri du jour au lendemain. Elle m'a donné l'espace pour arrêter de jouer la comédie. J'y avais discrètement acheté une maison de pêcheur restaurée l'année précédente comme investissement, un endroit dont je m'étais dit que je pourrais m'en servir un jour quand la vie deviendrait moins étouffante. Je suis arrivée avec des cartons, de l'épuisement et une fureur si contrôlée qu'elle semblait presque élégante. La première chose que j'ai faite a été de débarrasser la maison de tout ce qui semblait emprunté. J'ai décroché les décorations génériques, déballé des pièces artisanales de créateurs avec qui je travaillais depuis des années, et rempli la cuisine d'objets fabriqués par des gens qui construisaient des choses avec leurs mains au lieu d'avoir des opinions avec leur bouche. Puis j'ai fait quelque chose de petit et presque puéril. J'ai supprimé chaque photo de famille de mon téléphone et j'ai brûlé une boîte en carton remplie de vieilles cartes d'anniversaire et de mots de félicitations dans un brasero en métal derrière la maison. Non pas parce que je les détestais, mais parce que j'avais besoin du rituel. J'avais besoin d'un moment physique qui dise que cette version de moi était terminée. J'ai commencé à faire mes nuits pour la première fois depuis des mois. Je me promenais dans le village avant le lever du soleil. J'ai adopté une chienne de refuge avec une oreille déchirée et je l'ai appelée June. J'ai loué un atelier en centre-ville où j'ai commencé à organiser de petits ateliers pour des créatrices et des femmes montant des entreprises de produits en dehors des chemins balisés habituels. Le premier atelier était censé accueillir 12 personnes. Il en est venu 47. Certaines venaient pour la stratégie. Certaines parce qu'on leur avait dit qu'elles n'étaient pas réalistes tant de fois qu'elles ne faisaient plus confiance à leur propre ambition. Je comprenais chaque visage dans cette pièce. Puis Ryan s'est présenté à ma porte un samedi après-midi humide, exactement 3 semaines après mon départ de Paris. Il arborait la même expression de supériorité qu'il portait toujours quand il pensait pouvoir transformer son charme en levier.
Mais il y avait du stress autour de ses yeux maintenant. Il n'a pas présenté d'excuses. Il a commencé par le mot « famille ». Il a dit que papa était sous pression, que les anniversaires rendent les gens émotifs, que peut-être j'avais pris ça trop à cœur. Puis il a enchaîné, presque sans transition, sur la raison réelle de sa venue. Une affaire immobilière avait mal tourné. Il avait besoin d'argent, vite. Juste un prêt-relais, a-t-il dit, un truc temporaire entre frères et sœurs. J'ai demandé s'il avait fait 11 heures de route pour s'excuser ou pour encaisser. Ça ne lui a pas plu. Il a commencé à parler de « sang », des « histoires », de « loyauté », tous ces mots que les gens utilisent quand ils veulent un accès sans avoir à rendre des comptes. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était mon directeur financier sur haut-parleur, car je révisais un contrat toute la matinée. Ryan m'a entendu confirmer les termes d'un accord de licence à 7 chiffres et approuver la première étape d'une expansion multirégionale. Je n'ai pas baissé la voix. Je n'ai pas envoyé l'appel sur messagerie. Je n'ai plus joué la modestie pour lui. Quand j'ai raccroché, il me fixait comme s'il rencontrait enfin une étrangère portant mon visage. Je lui ai dit « non ». Pas non pour le moment. Non tout court. Pas de prêt, pas de sauvetage d'urgence, plus de financement privé pour des gens qui me dégradaient publiquement et comptaient en privé sur mon silence. Il a dit que « papa avait raison sur moi depuis le début, que le succès m'avait rendu égoïste ». Je lui ai dit que le succès ne m'avait pas changé. Il avait simplement rendu impossible pour des gens comme lui de continuer à prétendre que je leur devais tout alors que je ne méritais rien. Il est parti en colère, humilié et plus secoué qu'il ne voulait me le montrer. Plus tard, j'ai appris qu'il était retourné directement à Paris pour dire à tout le monde ce qu'il avait entendu. La maison, le contrat, l'argent, le fait que j'avais bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Cette conversation fut la première fissure dans le mythe qu'ils avaient construit à mon sujet. C'est aussi devenu le début de leurs conséquences. Un mois plus tard, la Bretagne m'a rendu visible d'une manière que ma ville natale n'avait jamais faite. Un journal économique régional a fait un portrait de mes ateliers, de la croissance de mon entreprise et de la voie non conventionnelle que j'avais prise pour la bâtir. L'article était assez incisif pour être flatteur et assez honnête pour piquer. Il décrivait comment certains des fondateurs les plus innovants sont souvent rejetés par leurs proches parce qu'ils ne sont pas emballés avec les bons diplômes. Il mentionnait, sans nommer personne, que le scepticisme familial peut devenir une forme de sabotage quand l'orgueil compte plus que la perception. Cet article a été repris par une publication plus large. Puis un podcast a extrait une partie de l'interview. Puis une newsletter entrepreneuriale m'a cité disant « Les personnes qui vous aiment ne sont pas toujours celles qui savent comment vous voir ». Dès la 2e semaine, l'histoire était revenue jusqu'aux oreilles de ma famille. Soudain, d'anciens camarades de classe envoyaient des messages. Des cousins éloignés qui m'avaient ignoré pendant des années réagissaient aux gros titres. Et ma famille, qui avait traité mon parcours comme une honte, s'est retrouvée au milieu d'un récit qu'elle ne pouvait plus contrôler. Les retombées ont frappé chacun d'entre eux différemment. L'entreprise de mon père avait passé des années à parler publiquement d'innovation et de futurs talents tout en récompensant en privé la même image étroite du succès qu'il vénérait. Après la diffusion de l'article localement, des collègues ont commencé à le faire circuler avec des commentaires sur « l'incroyable réussite de quelqu'un de cette famille Mercier qui a bâti quelque chose d'aussi grand sans diplôme ». Des hommes qui avaient écouté mon père faire la leçon pendant des années sur la « discipline » et les « voies traditionnelles » ont commencé à lui demander, à moitié en plaisantant, s'il pensait toujours que la faculté était la seule voie respectable. Mon père a fait ce que font les hommes fiers quand la vérité les embarrasse. Il est devenu plus bruyant avant de devenir plus petit. Il a rabroué une jeune manager en réunion après qu'elle a fait l'éloge du recrutement non traditionnel. Il a perdu son calme à la cafétéria quand quelqu'un a mentionné mon interview. En 2 mois, on lui a conseillé de prendre une retraite anticipée après un épuisement nerveux que tout le monde à Paris a compris comme étant une humiliation dans un costume plus élégant. Les conséquences pour Ryan ont été plus pratiques et presque plus satisfaisantes. Il avait apparemment utilisé mon nom à la banque, laissant entendre à ses clients et supérieurs qu'il avait un accès privilégié à mon entreprise et qu'il pouvait apporter des opportunités d'affaires s'il obtenait un meilleur poste. Une fois devenu évident que nous ne nous parlions plus et qu'il avait exagéré ses liens,
le service de conformité s'en est mêlé. Il a perdu la promotion qu'il visait et a été officiellement réprimandé pour fausse déclaration. Cette histoire a voyagé plus vite qu'il ne l'avait prévu. Quelques membres de la famille qu'il avait toujours traité comme le « fils doré » ont soudainement cessé de répondre à ses appels. Brooke a fait le premier vrai pas vers l'âge adulte. Elle m'a envoyé un message vocal, sans mise en scène, sans demi-excuse enterrée sous des justifications. Elle a dit « Je savais que papa avait tort ce soir-là, et je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas qu'il s'en prenne à moi aussi. J'en ai honte. Tu méritais une sœur, et j'ai agi comme une spectatrice. Je l'ai écouté 3 fois parce que la sincérité était devenue si rare que j'avais besoin de l'entendre plus d'une fois pour y croire. Et puis est venu le rebondissement qui semblait presque fictif. L'entreprise industrielle où mon père avait travaillé pendant 35 ans parrainait un sommet régional sur l'innovation manufacturière. L'un des jeunes directeurs avait vu mon portrait, étudié mon entreprise, et m'avait invité à donner la conférence principale sur le développement de systèmes à forte croissance en dehors des parcours éducatifs traditionnels. Le titre proposé m'a fait éclater de rire dans ma cuisine, la réussite au-delà du diplôme. Non seulement mon père en entendrait parler, mais il devrait regarder l'entreprise à laquelle il avait consacré sa vie célébrer le genre exact de fille qu'il avait jeté hors de chez lui. Ma mère a commencé à appeler. D'abord doucement, puis avec urgence, puis presque quotidiennement. Elle disait que la famille avait besoin de guérir. Elle disait que papa était sous pression. Elle disait que Ryan galérait. Elle disait que Brooke me manquait. Elle disait que les choses avaient échappé à tout contrôle. Elle n'a jamais une seule fois parlé de ce qui comptait vraiment. Pas jusqu'à ce que j'arrête de répondre. Puis le texte est enfin arrivé, ton père dit qu'il a eu tort. Pas, désolé d'avoir été embarrassé. Pas, désolé que ce soit devenu public. Tort. Ce mot est arrivé tard, mais il est arrivé. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de remise à zéro privée. Pas de faux semblants. Pas de dîner de famille où tout le monde prendrait des voix plus douces en appelant ça de la responsabilisation. S'il voulait une quelconque relation avec moi, ils devraient dire la vérité clairement et publiquement, d'abord à eux-mêmes, puis aux personnes qu'ils avaient induites en erreur. Ma mère a accepté trop rapidement. Cela m'a montré à quel point ils étaient devenus désespérés. J'ai accepté la conférence. J'ai réservé le vol pour Paris. Et pour la première fois de ma vie, je ne revenais pas pour prouver quoi que ce soit. Je revenais parce que la vérité avait enfin grandi assez pour que personne ne puisse la forcer à s'agenouiller. Le sommet a eu lieu dans un centre de congrès chic du centre-ville, avec les logos des entreprises historiques accrochés comme des vieillards se rappelant les uns aux autres qu'ils comptaient encore. Quand je suis arrivée en coulisses, Brooke m'attendait déjà en costume marine, l'air moins rassuré que jamais. Elle m'a serré dans ses bras, j'ai permis cela, puis a reculé comme si elle savait qu'elle n'avait pas encore mérité ce réconfort. Elle m'a dit que Ryan avait des ennuis au travail, que papa avait à peine quitté la maison depuis sa retraite, que maman avait passé des semaines à essayer d'expliquer aux proches que l'histoire qu'ils avaient racontée sur moi était un mensonge. Puis elle m'a tendu son téléphone. Tu devrais savoir, a-t-elle dit. L'écran montrait un appel vidéo de famille de la semaine précédente, mes tantes, oncles, cousins, tous ceux qui avaient discrètement absorbé la version de moi que mes parents avaient cultivée pendant des années. Dans l'enregistrement, ma mère admettait qu'il m'avait jugé injustement, minimisé mon travail, et permis à l'orgueil de mon père de se transformer en cruauté. Puis mon père, raide et visiblement misérable, a dit les mots que j'avais cru vouloir entendre. Il a dit qu'il avait insulté la fille qui avait soutenu la famille plus qu'aucun d'entre eux ne le savait. Il a dit qu'il avait confondu l'éducation avec la valeur. Il a dit qu'il avait eu tort. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas rédempteur. Ce n'était pas assez pour tout effacer. Mais c'était public et c'était réel. J'ai rendu le téléphone à Brooke et les remercié de les avoir forcés à le faire sans moi dans la pièce. C'était la première limite que j'avais posée qu'aucun n'avait osé tester. Quand je suis montée sur cette scène, je l'ai vu immédiatement. Richard Mercier, au premier rang, les épaules trop carrées, portant l'expression d'un homme pris entre la honte et l'entêtement. Ryan était assis à côté de ma mère, plus petit que dans mes souvenirs, comme si le monde avait enfin arrêté de le protéger.
Brooke s'était assise près de l'allée. Le modérateur m'a présentée comme fondatrice, stratège de système et voix nationale de l'entrepreneuriat non traditionnel. Il y avait une phrase sur la création d'emplois, une sur l'impact, une sur la redéfinition de ce qu'est la crédibilité. Mon père n'a pas applaudi au début. Puis les gens autour de lui l'ont fait, et le son a entraîné ses mains l'une vers l'autre, presque contre son gré. Je me suis tenue au pupitre et j'ai regardé une salle remplie de cadres, d'étudiants, d'opérateurs et de personnes qui avaient bâti leur vie de façons approuvées ou non. J'avais écrit un discours prudent dans l'avion. J'en ai abandonné la moitié dès la première minute. Je leur ai dit que le talent n'arrive pas toujours avec la paperasse que nous attendons. Je leur ai dit que certaines des personnes les plus capables du pays sont rejetées très tôt parce qu'elles ne correspondent pas à un script conçu par la peur. J'ai dit que les diplômes comptent, la formation compte, la discipline compte. Mais aucune de ces choses ne signifie rien si elles deviennent des excuses pour nier la dignité des personnes dont le chemin semble différent. Puis j'ai dit la phrase qui a rendu la salle complètement immobile: la valeur d'une personne est révélée bien avant que son CV ne vous impressionne. Le vrai test de caractère, c'est la façon dont vous traitez les gens avant de savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Je n'ai pas regardé directement mon père quand je l'ai dit, mais je n'en avais pas besoin. Le silence autour de lui répondait pour moi. Quand j'ai terminé, le public était debout. Pas parce que j'avais gagné, pas parce que la vengeance a le goût sucré des applaudissements, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est enfin dite sans excuse, a une force physique. Elle change la température d'une pièce. Après la conférence, le directeur qui m'avait invité m'a présenté à plusieurs cadres, puis, avec une cruauté si polie qu'elle tenait presque de l'art, a dit à mon père: « Vous devez être incroyablement fier. » C'est à ce moment-là que Richard s'est effondré. Pas dans un écroulement dramatique, mais dans quelque chose de plus triste. Son visage a perdu sa structure. Sa voix est devenue mince. Il a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes entrés dans un couloir latéral, à l'écart de la foule, bien que pas assez pour qu'il puisse se réfugier dans son fantasme. Ma mère a suivi. Ryan est resté en retrait. Brooke est resté près du mur et a laissé le silence faire son œuvre. Mon père a commencé par les phrases habituelles que les gens utilisent quand ils sont en retard: j'étais sous pression. Je ne savais pas comment réagir. J'étais sous le choc. Puis il s'est arrêté, car même lui pouvait entendre à quel point cela semblait petit après tout. Finalement, il a dit: j'étais cruel parce que ton succès me donnait l'impression d'être inutile. C'était la première chose honnête qu'il ait jamais dite sur nous. Je lui ai dit que ses excuses comptaient moins que ce qu'elles révélaient. Je lui ai dit que je n'étais pas devenue valable le jour où une salle remplie d'inconnus s'est levée pour moi. J'étais valable le soir où il m'a traité de déchet. J'étais valable à 19 ans dans cet appartement au-dessus de la laverie. J'étais valable chaque fois que je payais une facture dont il ignorait qu'elle venait de moi. Il a pleuré à ce moment-là, bien que pas d'une manière qui m'ait donné envie de le consoler. Ryan a parlé ensuite, la voix tremblante. Il a admis avoir construit la moitié de son identité en se sentant supérieur à moi. Et quand tout s'est effondré, il a essayé d'emprunter mon succès comme il avait tout emprunté le reste. Brooke s'est excusée à nouveau, cette fois devant nous tous. Ma mère a dit qu'elle avait passé toute sa vie à faire la paix avec des hommes forts en sacrifiant la vérité dérangeante, et que cela lui avait coûté une fille. J'ai écouté. J'ai cru des parties de ce qu'il disait. Je n'ai récompensé aucun d'eux par l'absolution. Je leur ai dit que la seule relation que j'étais prête à avoir à l'avenir était limitée, fondée sur le respect, l'honnêteté et la distance. Plus d'argent, plus d'accès familial à mon entreprise, plus de réécriture émotionnelle après coup, plus de visites surprises, plus de « tu es égoïste, parce que je me protège ». Brooke pouvait m'appeler. Ma mère pouvait m'envoyer des messages. Ryan aurait besoin de temps et de constance avant que je n'envisage autre chose que de la courtoisie. Mon père et moi, nous ne ferions pas semblant. S'il voulait me parler, il le ferait sans autorité, sans droit acquis, sans attendre de moi que j'apaise sa culpabilité. Il a hoché la tête comme un homme apprenant une langue trop tard pour sonner naturel. Et c'était tout. Pas de retrouvailles cinématographiques,
pas de guérison miracle, juste des conséquences, des limites et une vérité qu'aucun d'entre eux ne pourrait remettre dans la boîte. Je suis rentrée en Bretagne le lendemain matin. Chez moi. Ce mot signifiait enfin un endroit que j'avais choisi, pas une pièce où j'avais été évaluée. Une semaine plus tard, j'ai organisé un autre atelier dans mon atelier. Des femmes sont arrivées avec des échantillons, des cahiers, de la peur, de l'ambition et des projets inachevés. June dormait près de la porte pendant que j'enseignais la tarification, l'échelle, la psychologie du fondateur et pourquoi la honte est l'une des choses les plus coûteuses qu'un entrepreneur puisse porter. J'ai élargi le programme de bourse que j'avais lancé discrètement l'année précédente pour les étudiants bâtissant des entreprises en dehors des sentiers battus. Brooke a commencé à y donner des heures de conseil juridique bénévole. Ryan a envoyé sa première excuse manuscrite au lieu d'un SMS. Ma mère a renvoyé une boîte de vieilles photos d'école avec un mot qui disait simplement « Tu n'as jamais été le problème ». Mon père écrit une fois par mois. De courtes lettres sans apitoiement sur lui-même, juste des faits, une prise de responsabilité et l'effort maladroit d'un homme qui avait enfin appris que l'amour ne survit pas à l'humiliation. Parfois je réponds, parfois non. C'était mon choix, maintenant. Un soir, des mois plus tard, je me tenais pieds nus sur les marches arrière de ma maison, regardant la marée s'assombrir sous la dernière lumière. La maison était calme, à l'exception de la respiration de June tout près et du léger bourdonnement de rire venant des voisins. J'ai repensé à ce dîner d'anniversaire, à la fille qui était partie en disant « Très bien ». Parce que se disputer l'aurait rendue plus petite dans une pièce déjà déterminée à la mal comprendre. Je pensais autrefois que la vengeance signifiait faire souffrir les gens comme ils m'avaient fait souffrir. Je sais mieux maintenant. La vraie vengeance a été de laisser la vérité rester debout assez longtemps pour qu'ils puissent s'y voir. La vraie vengeance a été de construire une vie si solide que leur approbation est devenue inutile. La vraie vengeance a été que, lorsqu'ils ont fini par chercher ma valeur, je n'avais plus besoin d'eux pour la confirmer. J'ai regardé l'eau et j'ai compris quelque chose avec une paix que je n'avais jamais ressentie à Paris. Je n'avais pas besoin de ma famille pour me sauver, me valider ou me choisir.